Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ici, présent à distance. Donc, je vais vous faire part aujourd'hui d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc les déficits neuropsychologiques chez les adolescents. Rapidement, juste pour vous expliquer un peu mes intérêts de recherche. D'abord, oui, je suis neuropsychologue clinicienne. Je participe à la formation des étudiants en neuropsychologie à l'Université Laval. Donc, je participe à la formation clinique. Également chercheur, donc aux 2 centres de recherche qui ont été mentionnés, et professeur donc à l'Université Laval en psychologie. Je suis directrice du laboratoire de recherche N7, donc de neuropsychopathologie cognitive, évaluation et traitement. Mes intérêts de recherche portent surtout sur les mécanismes qui interviennent dans le développement des troubles mentaux. Quand je parle de mécanismes, je parle surtout de mécanismes cognitifs neuropsychologiques. Dans l'optique de développer des nouveaux traitements, donc pour favoriser l'amélioration de la cognition, mais aussi l'amélioration du fonctionnement social des adolescents vulnérables, mais aussi des jeunes adultes qui souffrent de troubles psychotiques. J'ai reçu une formation dans le cadre de mon doctorat et post-doctorat en remédiation cognitive en Angleterre, à Londres. Donc, je vais vous faire part aujourd'hui des recherches que j'ai essayé de développer en ce sens-là depuis mon retour au Canada. Je suis également titulaire de la chaire Richelieu de recherche sur la jeunesse, l'enfance et la famille. Et en tant que titulaire, je m'intéresse donc à développer le coffre à outils des jeunes vulnérables, donc les jeunes qui sont en centre jeunesse, qui ont vécu de l'adversité et qui présentent, vous allez voir aujourd'hui, des déficits neuropsychologiques. Donc, on a mis de l'avant la santé mentale, l'évaluation et l'intervention neuropsychologique dans le cadre de mon mandat au niveau de la chaire Richelieu. Et donc, les objectifs de la chaire, en gros, je m'intéresse beaucoup à l'évaluation et à l'intervention. Donc, 2 volets que j'essaie de développer. Donc, l'évaluation au niveau du profil neuropsychologique des jeunes vulnérables et qui souffrent de problématiques en santé mentale et comprendre leur évolution à travers le temps. Donc, de voir au niveau neuropsychologique, est-ce qu'ils sont plus à risque de développer des troubles mentaux, par exemple? C'est des questions qui m'intéressent. Et donc, au niveau de l'intervention, développer ce qu'on appelle des pratiques de pointe au niveau de la remédiation cognitive. Donc, pour aider les jeunes à développer des compétences et des facteurs de protection. Parce que vous allez voir qu'avoir des déficits cognitifs, oui, ça constitue des facteurs de risque pour développer des troubles mentaux. Donc, j'ai quelques questions que je me suis posées et que je me pose encore, et j'ai quelques éléments de réponse. Donc, on va pouvoir voir aujourd'hui. J'imagine que toutes les questions pour lesquelles je pense apporter des réponses aujourd'hui, finalement, vous allez avoir encore plus de questions à la fin de la présentation, et c'est probablement positif, c'est comme ça qu'on avance en sciences. Mais donc, voilà, les questions qu'on va se poser. Donc, quelles sont les atteintes neuropsychologiques chez les adolescents? L'effet de la maltraitance, comment la maltraitance ou l'adversité peut complexifier le profil neuropsychologique? Est-ce que ça le complexifie? Oui, non. On va voir ça. Les atteintes neuropsychologiques des jeunes à l'Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'il y a des problématiques au niveau neuropsychologique, comment intervenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vais vous proposer quelques types d'interventions. Et finalement, oui, intervenir, mais comment, je dirais, repérer les jeunes qui ont des difficultés neuropsychologiques? Parce que oui, on peut les évaluer, mais comment les repérer? On a développé dans mon laboratoire, en collaboration avec des gens ici au Centre jeunesse, donc un outil qui est en cours de développement dont je vais vous parler. Donc, on commence avec la première question. Quelles sont les atteintes neuropsychologiques chez les adolescents? C'est quand même une question complexe. Une question complexe et justement, elle est complexe, donc il faut avoir, à mon avis, une approche un peu plus générale, un peu plus holistique, qui est pour moi ce que j'appelle l'approche transdiagnostique. Donc, c'est une approche que je mets de l'avant dans mon laboratoire de recherche pour essayer de comprendre les troubles mentaux, mais aussi pour comprendre les déficits neuropsychologiques qu'on peut observer. Donc, parce que les troubles psychiatriques, certains troubles en tout cas, partagent une étiologie génétique qui est commune. Et donc, parmi ces troubles-là, on voit entre autres la schizophrénie, la dépression, le trouble bipolaire. Donc, il y a vraiment des gènes communs à ces maladies-là. Et il existe aussi une étiologie partagée entre la dépression majeure et le trouble déficitaire de l'attention. Donc, c'est des troubles qui, finalement, au niveau génétique, peuvent se ressembler un peu. Et les troubles psychiatriques partagent aussi ce qu'on appelle des facteurs communs. Donc, oui, les gènes, mais des facteurs communs. Entre autres, moi, je m'intéresse à la cognition en tant que facteur transdiagnostique commun à ces différentes pathologies-là.
Et pour vous donner un exemple, par exemple, une personne qui souffre de schizophrénie pourrait présenter des problèmes d'attention sélective, mais une personne qui souffre du TDAH pourrait aussi présenter des troubles de l'attention sélective. Et donc, l'avantage de cette approche-là, c'est que ça tient compte des comorbidités. Et donc, le bénéfice de cette approche-là permet de traiter, par exemple, le problème d'attention dont je vous disais. Mais si on traite l'attention chez une personne qui souffre de schizophrénie et d'un TDAH, mais si on traite l'attention, ça aide un peu ces deux pathologies-là en même temps, donc à diminuer les problèmes cognitifs et éventuellement, selon certains modèles théoriques, à améliorer le fonctionnement social. Donc, des traitements qui pourraient viser des cibles, donc des facteurs communs transdiagnostiques, bien, ça peut être intéressant quand on s'intéresse au développement de nouvelles approches. Et donc, en ce sens-là, bien, on se pose la question, est-ce que les déficits cognitifs, est-ce que c'est pathognomonique, entre guillemets? Donc, est-ce que c'est seulement dans le trouble déficit à l'attention qu'on voit uniquement des problèmes d'attention, par exemple? Est-ce que c'est unique à une maladie? Vous allez voir que la réponse, c'est non. Ça dépend plus des profils qu'on va observer, mais pour répondre à ça, il a fallu se poser la question et faire une recherche dans les écrits scientifiques. Donc, ce qu'on a fait une revue systématique dans mon laboratoire, une de mes étudiantes, Caroline Isrichard, en collaboration avec Daniel Nadeau ici, au Centre Jeunesse. Donc, une revue systématique. On est allé voir toutes les études, toutes les méta-analyses qui ont été publiées pour les différents troubles qui partagent une étiologie génétique commune. Je vous parlais tout à l'heure du TDAH, la schizophrénie, trouble bipolaire, dépression. Donc, ils partagent des gènes communs. On a pris toutes ces maladies-là. On est allé voir toutes les méta-analyses qui existaient dans la littérature pour voir, quand on compare une personne, par exemple, qui souffre de schizophrénie à une personne qui ne souffre pas de schizophrénie, les méta-analyses nous disent, disons, il peut y avoir des déficits importants au niveau de la mémoire épisodique, au niveau des fonctions exécutives. Donc, on compare avec un groupe contrôle l'importance du déficit. Et ça, c'est la magnitude du déficit. Et c'est ce qu'on a tenté d'illustrer ici dans les continuums de notre revue systématique de méta-analyse. Pour vous donner un niveau de référence, quand on a une différence qui est à peu près à 0,25, on dit que la différence de groupe, bien, elle est faible. Donc, un groupe qui souffre de schizophrénie, comparativement à un groupe contrôle, si la taille d'effet, elle est de 0,20, mais c'est relativement faible comme différence. Quand on est plus autour de 0,50 jusqu'à 0,70, on va parler d'un effet qui est modéré. Donc, on peut penser que le groupe pathologique versus ce qui est non pathologique, si on a une différence de groupe sur un domaine cognitif qui nous intéresse de 0,50, c'est un effet qui est modéré. Et en haut de 0,80, on va dire que c'est un effet qui est fort. Donc, ceci étant dit, la revue systématique a mis de l'avant que, par exemple, au niveau de la vitesse de traitement de l'information, les méta-analyses qu'on a vues au niveau des différents troubles dont je vous ai parlé, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui souffrent de schizophrénie, les adolescents, parce que ça ici, c'est des résultats de méta-analyse chez les adolescents. Donc, qui souffrent de schizophrénie, on voit une taille d'effet de 1,27, ce qui est assez sévère, je vous dirais, comme déficit cognitif. Ensuite, au niveau des processus attentionnels, on voit encore une fois que, bien, au niveau des processus attentionnels, si c'est assez différent, ça peut être de l'attention sélective, donc se concentrer en essayant d'inhiber des distracteurs, se concentrer sur une certaine période de temps. Donc, ce qu'on observe, c'est que la schizophrénie, encore une fois, se situe à l'extrémité du continuum. Donc, présente, encore une fois, des déficits attentionnels importants, suivis du trouble bipolaire, TDAH. Ensuite, au niveau de la mémoire de travail qui est notre capacité à maintenir de l'information, à la manipuler puis donner une réponse au contexte qui va être approprié. Par exemple, faire un calcul mental, ça prend de votre mémoire de travail. Et ce qu'on observe, vous allez trouver que je commence à me répéter un petit peu, mais on voit encore que dans la schizophrénie, les tailles d'effet sont dans les plus élevées. Ici, au niveau du TDAH, c'est aussi un domaine cognitif qui est souvent très touché dans le trouble si on le compare aux autres troubles qu'on peut évaluer en clinique. Le trouble bipolaire, c'est un niveau plus modéré. Et dépression, c'est pas ce qui est également aussi on présente modéré. Ensuite, la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire qui nous permet d'apprendre. C'est une mémoire qui est extrêmement importante pour les adolescents à l'école, donc qui permet d'apprendre de l'information située dans un contexte spatio-temporel donné. Donc, on va se souvenir de ce qu'on a appris à un moment donné. Donc, au niveau de la mémoire épisodique, ce qu'on observe, donc on voit ici que c'est la schizophrénie se situe encore à l'extrémité du continuum de sévérité, suivi du trouble bipolaire
et la dépression et le trouble obsessif-compulsif dont ce n'est pas très touché. Ce n'est pas un marqueur qu'on pourrait dire de la maladie. Ensuite, les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est des processus cognitifs qui nous permettent de s'adapter à des situations qui sont nouvelles. Si vous avez un matin un changement au niveau d'un itinéraire, un chemin qui est bloqué, là, vous devez trouver une solution, un nouveau chemin. Mais là, à ce moment-là, normalement, vos fonctions exécutives, si elles fonctionnent bien, vont vous aider à trouver une solution, à trouver des stratégies pour vous adapter à la situation. Donc, ce qu'on observe, il y en a différentes des fonctions exécutives. La première est l'affluence. L'affluence qui nous permet donc de générer des mots, si on donne, ça peut être des catégories ou non. Il faut trouver des bonnes stratégies pour avoir des bonnes performances à ces tâches-là. Ce qu'on observe, encore une fois, c'est que la schizophrénie, donc, c'est des tas d'effets qui sont élevés, suivis de la dépression, trouble bipolaire. Fonction exécutive, l'inhibition, donc la capacité à inhiber certains comportements ou pensées. Ce qu'on observe ici, bien, premièrement, c'est que ce n'est pas toutes les pathologies qui ont évalué ces processus-là. On ne voit pas la schizophrénie dans le continuum. Et donc, la dépression semble assez touchée. La flexibilité mentale qui permet de passer d'une idée à une autre, une activité à une autre, donc de façon, je dirais, adaptée. Donc ici, on voit des difficultés qui sont modérées. Et la planification aussi, c'est également des difficultés qui sont modérées dans différents troubles, toujours chez les adolescents. Donc la capacité de planification, capacité de mettre en place un plan, de l'exécuter, et donc de résoudre des problèmes. Et donc, finalement, avec les habiletés visuospatiales, donc de traitement d'information visuospatiale, la schizophrénie qui est toujours au bout du continuum. Donc, finalement, on a fait le tour des différents processus cognitifs qu'on évalue en clinique avec les différents troubles mentaux dont je vous ai parlé qui partagent une étiologie génétique commune. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même des niveaux de magnitude différents en fonction des différentes pathologies. Plusieurs donc, fonctions cognitives sont affectées chez les jeunes. On parle vraiment d'adolescents qui souffrent de schizophrénie particulièrement. Je pense que c'est important de tenir compte de ce résultat-là. Et ce qu'on observe aussi, c'est que la mémoire épisodique et les fonctions exécutives sont des domaines cognitifs qui sont affectés par la majorité des troubles psychiatriques qui ont été ici évalués. Probablement des raisons au niveau neuroanatomique, neurochimique qui peuvent expliquer ces résultats-là, entre autres au niveau du circuit frontostriatal, qui est affecté dans différentes pathologies. Et il n'y a aucune taille d'effet qui était significative pour le trouble obsessif-compulsif dans chacun des domaines. Mais ce n'est pas parce que la taille d'effet, elle était toujours à l'extrême gauche du continuum, donc qui sont plus, ça veut dire que les difficultés étaient un peu plus faibles. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est plus faible que ça n'a pas d'impact sur le quotidien. Également, il y a certaines limites qui ont été mises de l'avant dans les méta-analyses portant sur les déficits cognitifs. C'est qu'il y a peu d'études avec des échantillons d'adolescents sous forme de troubles psychiatriques. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'études à faire pour comprendre le profil neuropsychologique des adolescents. Et souvent, le problème, c'est qu'on va souvent mélanger des adolescents, des adultes dans un même échantillon. Mais évidemment, ça complexifie le problème, je veux dire, la problématique, parce qu'on a la difficulté à savoir qu'est-ce qui est dû vraiment au développement. Donc ça rend la généralisation des résultats un peu plus difficile. Et ce n'est pas tous les domaines cognitifs qui sont couverts dans tous les troubles. Donc, c'est certain qu'il y a encore des questions qui demeurent. Mais on voit quand même que la mémoire épisodique, les fonctions exécutives et même l'attention, ce sont des domaines cognitifs qui devraient attirer notre attention en tant que chercheur, en tant que clinicien, et dans l'optique de développer aussi des interventions pour traiter ces domaines. Donc ça, c'était la première question. Donc, est-ce qu'il y avait des atteintes qui sont partagées entre différents troubles? La réponse est oui. Et donc, oui, mais il y a certains troubles qui présentent plus de difficultés que d'autres. Donc, la prochaine question que je vous pose, que je me pose en même temps, c'est donc, quel est l'effet de la maltraitance sur le profil neuropsychologique? Est-ce que ça va modifier le fonctionnement neuropsychologique, le fait d'avoir vécu de l'adversité? On va s'entendre sur les définitions, sur qu'est-ce qu'on veut dire ici. Donc, l'adversité à l'enfance, à quoi ça fait référence? Ça fait référence du stress chronique qui peuvent avoir un impact significativement important donc, et négatif sur le développement de l'enfant. Par exemple, quand on parle
Childhood Adversity, on va parler de maltraitance, de violence parentale, de conflit familial, séparation parentale. Le décès d'un parent, ça peut être le décès d'un animal, donc c'est assez varié. Hein? Mais quand on va parler d'adversité extrême, on va parler de maltraitance, de négligence, qui sont vraiment des formes d'adversité extrême. Et donc, qu'est-ce que c'est la maltraitance? Ça réfère aux blessures physiques, mentales, l'abus sexuel, la négligence, les mauvais traitements de l'enfant âgé de moins de 18 ans. Une personne responsable du bien-être de l'enfant qui indique que la santé et le bien-être de l'enfant sont menacés, sont compromis. Donc, on s'intéresse à l'effet de l'adversité potentiellement sur la cognition. Donc, les jeunes qui ont subi la maltraitance, ce qu'on sait dans la littérature, maltraitance ou négligence, sont plus à risque de développer des troubles cognitifs, sont plus à risque de développer des troubles mentaux aussi. Comparativement à la population générale du même âge qui n'a pas vécu là, de tels sévices. Et dans la littérature, il y a un intérêt donc majeur à comprendre comment, pourquoi, donc la maltraitance peut augmenter le risque de développer des troubles mentaux ou des problèmes cognitifs. On va apporter quelques éléments de réponse, mais c'est une question trop complexe, on ne pourra pas la résoudre aujourd'hui, malheureusement. Donc, l'effet de l'adversité sur le développement cognitif. Pourquoi la maltraitance représente-t-elle un facteur de risque? Mais c'est parce que la maltraitance, dans la littérature, une des hypothèses plus prévalentes, c'est qu'elle agit en tant qu'un événement chroniquement stressant. Et un stress chronique, donc, est souvent susceptible d'entraver le développement sain des structures cérébrales, des circuits neuronaux, de différents mécanismes de neurotransmission. Donc, ça a vraiment un effet sur le cerveau. Une des hypothèses, en tout cas les plus prévalentes dans la littérature, on va parler donc d'un dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-pituitaire adrénal, qu'on va appeler l'axe HPA aujourd'hui. Et donc, en termes de séquence, là, évidemment, ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est l'hypothèse. Donc, la maltraitance qui entraîne un stress chronique peut entraîner un dysfonctionnement cérébral de l'axe HPA. Et les 3 régions du cerveau qui sont les plus susceptibles d'être affectées par cette hyperactivation-là de l'axe HPA, il y en a 3 particulièrement qui sont susceptibles d'être affectées. C'est l'hippocampe, l'amygdale et le cortex préfrontal. Donc, l'hippocampe qui est responsable des processus mnésiques. On parle entre autres beaucoup de la mémoire épisodique. Je vous parlais tout à l'heure, elle est très affectée dans différents troubles. Les différents troubles mentaux que je vous ai parlé tout à l'heure aussi, les facteurs de stress sont des facteurs souvent précipitants, aggravants au développement des troubles. Donc, l'hippocampe, qui est responsable des processus mnésiques. L'amygdale, qui, elle, détermine la valeur émotionnelle d'un événement, donc un aspect beaucoup plus de régulation des émotions. Et le cortex préfrontal, qui est le siège du fonctionnement cognitif supérieur, on va dire. Et à ce moment-là, on parle des fonctions exécutives, mais pas uniquement. Il y a la mémoire de travail aussi. Et donc, il y a des conséquences variées du stress chronique sur la cognition et l'humeur en raison des zones cérébrales qui sont affectées, qui sont susceptibles d'être affectées par l'hyperactivation de l'axe HPA. Donc, ici, si on revient un peu à notre compréhension de la situation, donc la maltraitance qui entraînerait un stress chronique pour entraîner un dysfonctionnement cérébral, donc de l'axe HPA, et qui cet axe-là pourrait entraîner des problèmes cognitifs au niveau des différentes fonctions structures cérébrales que je vous ai parlé, mais aussi des symptômes cliniques, donc des troubles mentaux. On pense à l'amygdale, entre autres, donc toute la question de la régulation des émotions. Donc, ça ici, c'était tout simplement pour illustrer l'axe HPA et sa relation donc, au niveau de l'hypothalamus avec les différentes structures du cortex préfrontal, de l'amygdale et de l'hippocampe, qui sont des structures extrêmement importantes pour le fonctionnement cognitif. Donc, il y a les structures, mais en plus, il y a la question qu'on appelle du timing. Donc, du moment à partir duquel la personne a été exposée au stress chronique. Et pour ça, il faut comprendre le développement des structures cérébrales. Donc, l'hippocampe, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est responsable des fonctions mnésiques, donc au niveau de la mémoire épisodique. Donc, croît surtout pendant les 4 premières années de la vie. On peut penser que c'est très vulnérable, cette structure-là, à ce moment-là. Donc, l'amygdale aussi, elle, se perfectionne jusqu'à l'âge adulte. Et le cortex préfrontal commence son essor tardivement vers l'âge de 8 ans et poursuit le développement au moins jusqu'à la puberté, parfois même donc, jusqu'au début de l'âge adulte. Donc, ce qui pourrait engendrer des symptômes cognitifs ou cliniques différents en fonction du moment où la personne pourrait avoir vécu le stress chronique ou donc la maltraitance négligente.
Donc, une question que je me suis vraiment posée quand j'ai commencé comme professeure à l'Université Laval et que j'ai commencé à mener des activités de recherche au niveau de la chaire Richelieu, je me suis posé la question, mais concrètement, quels sont les domaines cognitifs qui sont touchés? On peut émettre des hypothèses, la mémoire épisodique, si on pense aux structures qui sont affectées ou qui sont susceptibles d'être affectées avec l'axe HPA, la mémoire épisodique, fonction exécutive, peut-être mémoire de travail. Mais donc, il n'y avait pas de méta-analyse qui avait été publiée pour comprendre quel est l'impact, quelle est la magnitude de la maltraitance sur le fonctionnement cognitif. Donc, on se posait la question, est-ce qu'il y a un impact de la maltraitance sur la cognition? Est-ce que c'est tous les domaines qui sont touchés? Ensuite, est-ce que les troubles cognitifs s'observent de la même façon de l'enfance à l'âge adulte? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et est-ce que l'ajout d'un trouble psychiatrique, donc en comorbidité, donc d'avoir un trouble mental et d'avoir vécu de la maltraitance, est-ce que ça donne un profil cognitif qui est différent que lorsqu'on a, entre guillemets, la maltraitance seule, donc qui n'est pas en comorbidité avec un trouble mental? Donc, est-ce que ça fait varier les profils cognitifs? On va répondre à ces questions-là par le biais de 2 méta-analyses. La première méta-analyse, c'est celle-ci, donc qu'on a publiée dans mon laboratoire, donc le profil neuropsychologique des adolescents, des enfants, adolescents et adultes ayant souffert de maltraitance. Donc, je vais vous épargner toute la question des mots-clés qu'on a utilisés, mais c'est juste, si vous avez besoin de vous y référer, vous les aurez. Donc, avec les mots-clés utilisés, on a obtenu plus de 2000 articles. Donc, dans la littérature, évidemment, il y en avait qui étaient moins pertinents que d'autres, parce qu'on a, avec nos critères d'inclusion, pour garder nos études dans la méta-analyse, on en a réduit le nombre jusqu'à 50 inclusions. Donc, en gros, les résultats que je vais vous présenter s'appliquent à la population suivante. Donc, une population qui a vécu de la maltraitance, qui était âgée de moins de 60 ans, des études dans lesquelles il y avait au moins la présence d'une mesure neuropsychologique standardisée, et la présence d'un groupe contrôle sans maltraitance, parce qu'on veut vraiment objectiver le fait d'avoir vécu la maltraitance comparativement à un groupe qui n'en a pas vécu. Et donc, des critères d'exclusion, donc le diagramme de suivi ici, pour partir des différents 2000 et quelques articles pour tomber à 50, vous pourrez le retrouver aussi dans l'article si jamais ça vous intéresse. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une taille d'échantillon totale, tous les participants qui ont vécu la maltraitance avec tous les participants contrôle. On a un échantillon dans la méta-analyse de 3900, presque 4000 participants. Donc, il y a beaucoup de monde. Le pourcentage de garçons est à peu près équivalent à garçons-filles, donc des résultats qui peuvent être facilement générés à la population. Et en termes d'âge, vous allez voir, on a fait les différentes strates d'âge. Et vous remarquerez comme moi qu'il y a très peu d'études qui ont été réalisées chez les adolescents. Vraiment, la population de 12 à 18 ans, si on s'intéresse à comprendre l'effet de la maltraitance, négligence sur leur fonctionnement neuropsychologique, il y a vraiment moins d'études qui ont été faites. Et donc, ce qu'on a obtenu, donc des tailles d'effet, des G, donc des comparaisons entre le groupe qui a vécu la maltraitance et le groupe qui n'en a pas vécu. Donc, l'importance de la différence, on obtient un G de 0,50. Tout à l'heure, je vous parlais des continuums. 0,50, c'est un effet qui est modéré. Donc, quand on compare les deux groupes. Et l'impact variait selon le domaine cognitif. Donc, la mémoire de travail était l'aspect qui montrait une taille d'effet la plus élevée. Ensuite, l'attention, l'intelligence et la vitesse de traitement. Donc, je dirais des processus cognitifs plus de base, d'attention, mémoire, de travail. Et au niveau de la strate d'âge, il y avait un impact qui était plus grand chez les enfants de 0 à 5 ans sur le fonctionnement cognitif et moins prononcé chez les adultes. Donc, au niveau des différentes strates d'âge, selon le domaine cognitif, les 0-5 ans, le domaine le plus touché, c'est l'intelligence. Il faut aussi se dire que c'est beaucoup le domaine qui est le plus évalué aussi. 6-12 ans, mémoire de travail, 13-18 ans, intelligence. Mais là, je vous rappelle qu'il y a vraiment très, très peu d'études. Et ce qu'on voit, c'est que le très, très peu d'études évaluent surtout le QI. Et 18 ans et plus, c'était au niveau de l'attention. Si vous pourrez retrouver les résultats que je viens de vous présenter, c'est repris à partir de l'article. Donc, quels sont les constats qu'on peut avoir?
Donc, l'exposition à de l'adversité extrême, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut avoir un impact négatif sur les processus cognitifs, peu importe l'âge. Ça, c'est le premier constat. Et tous les domaines cognitifs sont atteints, mais avec différentes intensités. C'est plus prononcé pour la mémoire de travail, l'attention, l'intelligence aussi. Et l'impact de la maltraitance est plus ou moins fort en fonction de l'âge, plus prononcé chez les enfants en bas âge. Ce qu'on peut penser, c'est peut-être que les adultes, à travers le temps, auraient pu développer certains mécanismes ou une certaine réserve cognitive, donc qui pourraient faire en sorte qu'ils présentent moins de déficits. Et donc, cette première méta-analyse-là a permis de mettre de l'avant certaines limites dans la littérature, puis au niveau des connaissances qu'on a sur l'effet des stress importants, chroniquement stressants, chez nos adolescents. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment très peu d'études qui ont été réalisées chez les adolescents. Donc, et parce que le constat, c'est qu'il y a 87 des études qui sont effectuées sur les 0-12 ans. Donc, il y a vraiment plus d'études chez les petits. Et donc, chez les adolescents, c'est quand même plus difficile de comprendre l'impact réel de la maltraitance sur leur fonctionnement neuropsychologique. Et c'est vraiment une période charnière dans le développement, une période importante pour comprendre tout le développement cognitif au niveau, on parlait tout à l'heure du cortex préfrontal, mais c'est en même temps une période importante pour eux parce que c'est le moment où ils sont à l'école, les performances académiques, la préparation à la vie adulte aussi. Donc, la compréhension des mécanismes cognitifs, les difficultés neuropsychologiques, c'est très pertinent à cet âge-là et on n'a pas beaucoup de connaissances. Donc, la mise en évidence d'un manque de données concernant certaines variables aussi modératrices. J'en ai moins parlé, mais c'était quand même un constat dans la littérature. Les études ne rapportent pas toujours le moment où la personne a vécu la maltraitance. Donc, ça, c'est des variables, la durée, la fin. Probablement pour des questions de faisabilité, ce n'est pas toujours facile non plus d'avoir même ces informations-là non plus, mais il reste que ce n'était pas beaucoup disponible et c'est difficile de savoir est-ce que ça peut avoir un impact, ces variables-là, sur le fonctionnement neuropsychologique. Et donc, les conséquences à long terme d'ordre psychologique ou social sont très peu étudiées. Il y a très peu d'études qui ont été réalisées chez les adultes. Et des études, ça, c'est des études transversales. C'est un groupe. Là, on a l'impression que c'est longitudinal parce que je vous dis, il y a des études chez les enfants, les adolescents, les adultes, mais concrètement, il n'y a pas d'études longitudinales dans ce que je vous ai parlé là aujourd'hui. Donc, ça va en prendre aussi des études longitudinales pour mieux comprendre l'impact à long terme. Et donc, par le biais de la modulation neurobiologique, la maltraitance peut amener donc, oui, divers problèmes cognitifs, émotionnels ou psychosociaux qui sont objectivables par des tests neuropsychologiques. Les difficultés que je parle aujourd'hui, on peut les mesurer, le neuropsychologue peut les mesurer, peut les objectiver à l'aide de tests, mais aussi de questionnaires cliniques. Et donc, c'est clair que pour moi, en ayant vu ça, comme c'était la première méta-analyse qui a été publiée pour objectiver un déficit, des difficultés importantes quand même, particulièrement aussi chez les adolescents, donc au niveau neuropsychologique. Moi, ça me fait penser que je pense qu'il faudrait de plus en plus évaluer, prendre en tout cas peut-être un peu plus l'habitude d'évaluer ces adolescents-là, ces jeunes-là, s'ils présentent des problèmes cognitifs parce qu'ils ont des hauts risques d'en présenter. Et de fait de présenter des difficultés cognitives lorsqu'elles ne sont pas prises en charge ou pas objectivées, bien, on sait que ça peut influencer l'estime de soi, ils se sentent pas bons, ne veulent pas aller à l'école, mais concrètement, quand on a de la difficulté à se concentrer, à apprendre, des problèmes de mémoire, bien, ça peut s'expliquer, là. Donc, voilà. Et ces enfants-là, donc, adultes, pourraient éventuellement peut-être bénéficier de certaines interventions prises en charge parce que des difficultés cognitives, ça peut avoir un impact sur le quotidien. Je vais y revenir un peu plus tard. Étant donné que la maltraitance et les troubles psychiatriques peuvent tous deux avoir un impact négatif sur la cognition, la combinaison des deux, donc d'avoir un trouble mental et le fait d'avoir vécu de l'adversité, on se demande aussi comment ça va influencer le profil cognitif. Est-ce que ça va être un peu différent, oui ou non? Donc, c'était l'objectif de la deuxième méta-analyse qu'on a réalisée dans mon laboratoire. Donc, ici, le profil neuropsychologique des enfants, adolescents et adultes ayant souffert de maltraitance et souffrant aussi d'un trouble psychiatrique. Donc ici, c'est juste un bref rappel, mais la première méta-analyse, donc on s'intéressait à l'impact de la maltraitance sur la cognition.
Et pour ce faire, pour répondre à cette question-là, bien, on comparait un groupe qui avait vécu de la maltraitance à un groupe contrôle. Ça nous a permis d'objectiver l'effet de la maltraitance. Donc, le but de cette deuxième méta-analyse-là, on a un groupe avec maltraitance et troubles psychiatriques en comparaison avec un groupe contrôle. Ici, troubles psychiatriques, c'est troubles psychiatriques là, de façon générale. Il n'y avait pas juste un trouble, mais je vous dirais que ce qui a été principalement évalué, étudié, c'est le trouble de stress post-traumatique, qui est souvent en combinaison avec les gens, qui est retrouvé avec les gens qui ont vécu de la maltraitance. Et donc, les critères d'inclusion-exclusion étaient vraiment identiques à la première méta-analyse que je vous ai présentée tout à l'heure, à l'exception que le groupe expérimental, donc le groupe qui a vécu de la maltraitance, devait avoir un trouble psychiatrique. Et le groupe contrôle pas de trouble psychiatrique, évidemment. Ici, donc, le diagramme de suivi, on a beaucoup moins d'études là, qui ont été répertoriées dans cette méta-analyse-là. On en a 12 uniquement comparativement tout à l'heure, donc beaucoup moins d'informations dans la littérature. Et ici, on a un edge donc, de 0,62, donc qui est un petit peu plus élevé là, que ce qu'on a vu tout à l'heure comparativement à la première méta-analyse. Et ici, c'est que ce qu'on observe à l'aide d'une métarégression, c'est que l'impact de la maltraitance semble diminuer avec l'âge sur la cognition. Ici, on n'a pas des strates d'âge aussi précises qu'on avait tout à l'heure, là, parce qu'il y avait beaucoup moins d'études. Donc, on est allé avec les 7-18 ans et les plus de 18 ans. Et pour les 7 à 18 ans, ce qu'on observe, c'est que les tailles d'effet sont élevées pour la mémoire visuelle et fonctions exécutives, modérées pour l'intelligence, le visuospatial, résolution de problèmes, mémoire verbale, attention, mémoire de travail, puis des tailles d'effet qui sont faibles pour la vitesse de traitement. Mais chez les plus de 18 ans, des tailles d'effet élevées pour la mémoire verbale. Dans les deux cas, la mémoire verbale, la mémoire visuelle chez les enfants, c'est la mémoire épisodique. Et c'est la mémoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est importante pour les apprentissages, la mémoire qui est en lien avec les différentes difficultés avec l'hippocampe. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà. Fait que là, ça, c'était pour les 7-18 ans et les plus de 18 ans. Il y a aussi des tailles d'effet qui sont faibles pour la mémoire de travail. Ici, les différents résultats dans les tableaux qui sont repris de la méta-analyse. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces résultats-là? Bien, la combinaison des troubles psychiatriques et la maltraitance engendre des déficits cognitifs plus importants que la maltraitance seule, relativement comparables, mais quand même donc un peu plus importants. La maltraitance associée à des troubles psychiatriques a un impact à long terme au niveau cognitif. Hein, on le voit chez les adultes, c'est encore présent. La mémoire verbale, donc problèmes de résolution de problèmes, d'attention qui sont présents. Et certains déficits cognitifs ne perdurent pas dans le temps. Donc, la mémoire visuelle était touchée chez les enfants, mais elle n'était pas là chez les adultes. Et encore une fois, la sévérité des troubles diminue avec l'âge. Donc, au niveau des limites différentes de cette méta-analyse-là, on voit que les fonctions exécutives, la vitesse de traitement de l'information, ce n'est pas beaucoup évalué chez les plus de 18 ans. La majorité des études s'intéressent à l'association de la maltraitance avec le syndrome de stress post-traumatique. Et il y a, encore une fois, je pense que ça, c'est assez caractéristique des différentes études qu'on a répertoriées. Là, il manque beaucoup d'informations cliniques pour mieux comprendre, là, dans le fond, la maltraitance, le moment dans lequel ça a été fait, la durée, bon, des variables qui pourraient peut-être nous aider à mieux comprendre les différents effets. Donc ça, c'est pour... je pense que ces critiques-là peuvent être considérées pour améliorer les devis, les recherches des prochaines études. Donc, conclusion, recommandation. Il faudrait enrichir la recherche aussi sur l'impact de la maltraitance sur la cognition chez les adolescents. 6 des études s'intéressent aux adolescents. Puis l'intelligence uniquement est évaluée, alors qu'on sait que vraiment, il pourrait y avoir des atteintes sur plusieurs autres domaines là, qu'on a parlé tout à l'heure. Besoin de plus de recherche sur les impacts à long terme, des études longitudinales pour suivre les gens, suivre l'évolution à travers le temps. Puis également, une autre conclusion, je pense qu'il serait vraiment important d'évaluer la cognition dans les centres de protection des enfants, les centres jeunesse. Je me répète par rapport à tout à l'heure, mais ça vient encore montrer que si on a la présence d'un trouble psychiatrique, les difficultés sont encore présentes, même plus.
Puis on le sait quand les déficits ne sont pas objectivés, bien, je me répète, mais je pense que c'est un message qu'il faut lancer aussi. Quand c'est pas objectivé, bien, on se sent juste pas bon, on se sent juste moins intelligent que les autres. Ça a des conséquences, ça, à long terme. L'estime de soi, puis c'est pas... je pense que c'est non négligeable. Si c'est un résultat à retenir aujourd'hui de toutes ces méta-analyses-là, c'est probablement ce constat-là. Donc, de peut-être aller de l'avant, les évaluer, puis de leur donner des stratégies pour de mettre de l'avant des trucs pour les aider à l'école, pour différentes façons, mais pour les aider dans les performances académiques. Puis le retour, ça peut être à l'école, le travail, donc tout pour le passage à la vie adulte. C'est vraiment important. Et donc, premièrement, à tester, évaluer par des neuropsychologues et offrir éventuellement des programmes de remédiation cognitive. Je sais que c'est des interventions de pointe, c'est en développement, mais je pense que une des meilleures façons de traiter la cognition, c'est par la remédiation cognitive. Et donc, si on veut améliorer la cognition, bien, ça prend des interventions, il faut en développer. Et ça passe par la recherche, mais aussi par les cliniciens qui peuvent offrir ces interventions-là. Donc, on commence à avoir quelques éléments de réponse là, par rapport au début de ma présentation et maintenant. J'espère vous avoir convaincu que le fait d'avoir vécu du stress, de l'adversité importante, de la négligence, maltraitance, oui, ça a vraiment un impact. Là, maintenant, il est objectivé. Parce que les méta-analyses, souvent, justement, c'est important pour avoir un constat général sur qu'est-ce qu'il y a dans la littérature, pour tirer des conclusions. Et souvent, les gestionnaires ont besoin de ces informations-là. Maintenant, on les a. Donc, il y a des difficultés qui sont là, qui doivent être objectivées et éventuellement prises en charge. Ça, c'est dans la littérature, c'est partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe à Québec? Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes ici? Donc, voilà, c'est une question aussi qu'on se posait, que j'imagine que vous vous posez aussi. C'est probablement des jeunes que vous avez, un sujet qui vous intéresse si vous êtes là aujourd'hui. Donc, quelles sont les atteintes neuropsychologiques des jeunes à l'Institut universitaire du Centre jeunesse de Québec? C'est un projet que je mène actuellement, donc je n'ai pas encore tous les résultats. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est le projet TRACÉ, Trajectoire cognitive et clinique des enfants à risque, un projet qui est subventionné par le FQRSC, dont je suis la chercheure principale. Et la problématique, c'est quoi? C'est que, vous l'avez vu comme moi, il n'y a pas beaucoup d'études chez les adolescents. Il n'y en a pas beaucoup, puis les études qui sont disponibles dans les écrits, là, lorsqu'on évalue l'effet de la maltraitance, de l'adversité extrême, et lors de la présence d'un trouble mental, bien, il y a très, très, très peu d'études. Donc, les connaissances, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'était la question qu'on se posait. On voulait aller dans l'objectif du projet, c'est de caractériser le profil neuropsychologique et clinique des jeunes qui sont vulnérables, donc les jeunes qui ont vécu de l'adversité importante et qui souffrent d'un trouble mental. Donc, la méthode, on est parti avec des idées un peu plus de grandeur, là, avec des N de 65 ou 70. Donc, on a réajusté au fur et à mesure et pour des raisons, je dirais, financières et de logistique, de supervision d'étudiants au doctorat aussi. Finalement, on va s'en tenir probablement un N autour de 35-40, qu'on est vraiment sur le point d'atteindre, donc on est vraiment très heureux. Je ne sais pas si c'est des intervenants dans la salle, mais s'il y en a qui m'ont référé des participants, je vous remercie à la fin, mais je tiens à vous remercier maintenant aussi de l'avoir fait. Donc, des groupes du centre jeunesse, il fallait avoir vécu la maltraitance et suivi l'application des mesures, et le groupe contrôle, pas de maltraitance et pas de problématique en santé mentale. Il ne faudrait pas avoir d'antécédents de traumatisme crânien avec des pertes de conscience. Finalement, c'est des critères d'exclusion qui amènent des problèmes cognitifs, mais que concrètement, on ne veut pas que ce qu'on va mesurer soit expliqué par ces hypothèses-là. Donc, un QI inférieur à 70, des antécédents de chirurgie au cerveau. Donc, le processus d'évaluation, ça ressemble à quoi? C'est un processus d'évaluation en 3 rencontres. La première rencontre, on y va avec des questionnaires cliniques pour évaluer la symptomatologie clinique, l'estime de soi, les traumatismes qui ont été vécus, l'impact des fonctions exécutives au quotidien. Donc, vraiment différents questionnaires pour évaluer le fonctionnement au quotidien. Ensuite, il y avait des évaluations neuropsychologiques qui, là, permettaient vraiment d'évaluer là, tout le profil cognitif. Donc, avec la vitesse de traitement d'information, attention, mémoire de travail, mémoire épisodique, fonction visuospatiale, fonction exécutive, intelligence, donc vraiment pour avoir un bon portrait du fonctionnement neuropsychologique. Mais là, c'est gênant parce que, c'est ça, là, je ne peux pas vous donner de résultats aujourd'hui parce que je ne les ai pas encore tous.
Fait que là, dans le fond, la fin de la cueillette de données, c'est vraiment, là, on est là-dedans. On devrait terminer là, dans les prochaines semaines. Cet été, c'est clair que ça va être terminé. Donc, on va analyser les résultats. On va pouvoir les présenter. Normalement, on a vraiment pour objectif de présenter les résultats à la journée annuelle de la recherche qui va avoir lieu en juin. Je sais qu'il y a probablement plusieurs personnes qui vont être là, normalement. Mais là, c'est ça, c'est gonfle la ballonne, c'est ça. Mais en même temps, j'avais pas, je ne pouvais pas tout vous présenter, je n'ai pas encore toutes les données. Donc, voilà, ça s'en vient. C'est quand on va avoir les résultats, bien, ça va nous donner un peu une idée. Est-ce que les jeunes qu'on voit ici à Québec, c'est comparable, les difficultés, à ce qu'on voit dans la littérature ou un peu partout, je dirais, dans le monde, dans les endroits qui ressemblent un peu à ici. Donc, on pourra mieux objectiver les difficultés, oui ou non. Donc, on a des difficultés cognitives, des difficultés neuropsychologiques. Ils sont objectivés dans la littérature. On devrait avoir des résultats sous peu pour le projet ici à Québec. Mais une question qu'on se pose de toute façon, c'est comment peut-on intervenir? Qu'est-ce qui est possible de faire? Je vous parle de la cognition, que c'est important de l'évaluer, que c'est important de la considérer, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bien, d'abord, je pense qu'un aspect important à considérer, c'est le lien entre la cognition et le fonctionnement. Il y a vraiment, quand je parle de fonctionnement, ici, je parle de fonctionnement, ça s'appelle le fonctionnement social, fonctionnement au quotidien, travailler, bon, ça c'est le fonctionnement, je dirais, grosso modo, le fonctionnement social. Et il y a vraiment toute une littérature qui recense, qui a évalué le lien entre la cognition, le fait d'avoir, par exemple, des difficultés cognitives, bien, normalement, ça va être associé, ou même, ça va prédire, ça va être un déterminant des difficultés au quotidien. Donc, il y a un lien, c'est associé au niveau statistique, et donc, c'est ce que la littérature nous montre. Et donc, ce lien-là, tu as des difficultés cognitives, donc, souvent, tu as des difficultés au quotidien. Mais ça a amené plusieurs chercheurs à réfléchir sur, peut-être que si on intervient sur la cognition, c'est relié au fonctionnement au quotidien ou c'est un déterminant du fonctionnement. Bien, si on intervient sur la cognition, c'est une cible d'intervention importante, bien, on risque d'intervenir sur le fonctionnement aussi. Les déficits cognitifs, ici, c'est des études que je vous rapporte chez les adolescents. Donc, chez les adolescents sans psychopathologie, la mémoire de travail prédirait la réussite scolaire. On le sait, la mémoire de travail, la capacité, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est la capacité à maintenir, manipuler de l'information puis donner une réponse qui est cohérente. Par exemple, un calcul mental, de la lecture, se souvenir de ce qu'on vient juste de lire, c'est la mémoire de travail. Donc, c'est tout à fait logique de penser ou de déduire que d'avoir des difficultés en mémoire de travail, nécessairement, il va y avoir des difficultés au niveau des performances académiques de ce qu'on va observer, mais il y a vraiment des études qui l'ont objectivé et qui l'ont montré. Ça ici, c'est important à considérer. Et des déficits au niveau des fonctions exécutives sont associés à des difficultés scolaires chez les adolescents présentant un TDAH. Donc ça, il faut garder ça en tête aussi. Les déficits cognitifs, donc, affectent, oui, le fonctionnement académique, mais le fonctionnement socio-professionnel aussi. Donc, chez les adultes, je donne des exemples d'études ici, mais chez les adultes qui présentent un TDAH, les déficits au niveau des fonctions exécutives sont associés à des difficultés socio-professionnelles. Donc, des difficultés de fonction exécutive, ça peut être, je vous en ai nommé quelques-unes tout à l'heure, mais tu sais, la planification, planifier, faire un plan, l'exécuter, arriver à résoudre des problèmes. C'est sûr que ces difficultés-là, si elles ne sont pas prises en charge ou si on n'aide pas les gens qui ont ces difficultés-là, bien oui, effectivement, c'est associé à des difficultés socio-professionnelles. Le fonctionnement socio-professionnel serait prédit par l'attention et la vitesse de traitement de l'information chez les personnes en début d'évolution d'un trouble psychotique. Ça, c'est un résultat d'étude, mais un qui m'intéresse particulièrement, et je vous dirais que moi, oriente beaucoup mes recherches, c'est une étude qui a été réalisée par Nuchterlein aux États-Unis, qui a évalué des jeunes adultes qui souffrent de troubles psychotiques, là, vraiment des jeunes de 18 ans à, je crois que c'était 30 ans, qui ont évalué leur fonctionnement cognitif. Puis 6 mois plus tard, 6 ou 9 mois, je suis moins certaine, ont évalué la capacité de retour au travail ou à l'école de ces personnes-là. Puis ils ont regardé, mais c'est quoi qui prédit? Dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui retournent ou pas au travail?
Dans le fond, les résultats de l'étude, qu'est-ce que ça a montré, l'étude de prédicteurs? C'est que si on prend les différentes sphères ici qui ont été évaluées, donc il y avait des facteurs neurocognitifs, donc la mémoire de travail, l'attention, la mémoire verbale et la vitesse de traitement de l'information. Ça, c'était le bloc des facteurs neurocognitifs. Il y avait aussi tous les symptômes négatifs, désorganisés, donc le fait que la personne n'est pas motivée, qu'elle a perte d'énergie, donc tous ces aspects-là. Ensuite, les symptômes de désorganisation de la pensée, désorganisation du comportement, les facteurs de stress environnementaux et d'autres habiletés du patient. Et ce qu'on a observé, c'est que le retour au travail, oui, non. Est-ce que tu es retourné 9 mois plus tard? Bien, il y a 52 de la variance qui est expliquée par des facteurs neurocognitifs. C'est énorme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le potentiel cognitif, les difficultés neuropsychologiques, c'est ça qui fait en sorte que ça peut faire en sorte qu'une personne va retourner ou pas au travail. C'est majeur comme résultat. Ça veut dire que, bien, il y a différentes façons d'intervenir. Des fois, ça peut être au niveau de la médication, au niveau d'autres types d'interventions, mais clairement, il faut considérer cette sphère-là. Ça crée du suspense, mais j'ai de la difficulté avec mon bouton. Donc, ensuite, le lien entre la cognition et le fonctionnement, c'est donc les résultats de l'étude de Nuchternheim qui est particulièrement important. Donc, oui, les domaines qui prédisaient surtout le retour au travail, bien, il y avait la mémoire de travail. Ça a du sens un peu avec tout à l'heure, on parlait de l'importance pour les performances académiques. Donc, c'est important. L'attention, traitement précoce, mémoire verbale. La mémoire verbale, ça, c'est la mémoire épisodique. La mémoire qui nous permet de faire les apprentissages. Donc, c'était important pour retourner au travail ou à l'école. Et oui, il y avait plein d'autres facteurs, des facteurs cliniques, plusieurs autres aspects dont je vous ai parlé, mais c'était vraiment la cognition qui expliquait le retour au travail. Et donc voilà, ça met de l'avant qu'il faut vraiment considérer cet aspect-là, l'évaluer, intervenir. Donc, intervenir sur la cognition. OK, c'est intéressant. Donc, les adolescents aux prises avec un trouble psychiatrique ayant vécu de la maltraitance présentent des déficits cognitifs. On a dit ça tout à l'heure, objectivés à l'aide de méta-analyse. Et il y a peu de traitements qui permettent d'améliorer la cognition et le fonctionnement social dans la littérature, puis même dans la schizophrénie. Les meilleures interventions pour améliorer la cognition, c'est la remédiation cognitive. Les dernières méta-analyses l'ont montré aussi. Évidemment, avec une médication qui est ajustée. Il ne faut pas que je pense entre autres à la schizophrénie, c'est le domaine que je connais le plus, mais il ne faut pas qu'il y ait plein de symptômes indésirables de la médication. Il faut toujours prendre ça en compte aussi, là. Mais donc, la remédiation cognitive fait partie des approches prometteuses. Et au niveau des adolescents, donc, peu de traitements qui permettent d'améliorer, il y a peu de traitements dans la littérature qui permettent d'améliorer la cognition et le fonctionnement. Et après avoir fait le tour de la littérature, on a retrouvé aucune étude qui s'est intéressée à améliorer la cognition chez les adolescents qui ont vécu de l'adversité extrême, la maltraitance, la négligence, et qui souffrent d'une problématique en santé mentale. Donc, aucune étude qui a été publiée jusqu'à maintenant. Je vais vous introduire un peu à la remédiation cognitive. On va commencer par une définition. Donc, c'est quoi? On va dire de façon générale, écoutez, il y a plusieurs définitions, plusieurs façon de conceptualiser, là, mais bon. On va parler d'un entraînement comportemental basé sur une intervention qui a pour objectif d'améliorer les processus cognitifs. Attention, mémoire, fonction exécutive, cognition sociale, la métacognition. La métacognition, ça, c'est la capacité de reconnaître ses forces, ses difficultés, c'est la propre connaissance de son fonctionnement cognitif. Et on vise la durabilité. La durabilité, c'est qu'il faudrait que le traitement perdure à travers le temps. Et on vise aussi la généralisation des améliorations au quotidien, dans le fonctionnement au quotidien de la personne. Donc, je dirais que ça c'est une des, à mon avis, très bonne définition de la remédiation cognitive qui a été développée par un groupe d'experts en schizophrénie. Donc, la remédiation cognitive auprès des adolescents. Moi, je parle d'une littérature, je parlais tout à l'heure de ma formation en Angleterre. On a réalisé une méta-analyse à ce moment-là à Londres pour évaluer l'effet de la remédiation cognitive dans la schizophrénie. On a une quarantaine d'études, vraiment, on voit des effets. C'est super intéressant. Puis là, je me suis dit, bon, parfait, on va aller voir ce qui se passe chez les adolescents. Et là, on a décidé dans mon laboratoire de faire une revue systématique, une méta-analyse,
pour évaluer l'effet de la remédiation cognitive chez les adolescents qui ont une problématique en santé mentale. Là, on y va de façon transdiagnostique, comme je vous expliquais au début aussi. Différents troubles mentaux, moi, je m'intéresse à savoir, est-ce qu'ils ont des déficits cognitifs? Si oui, bien, on intervient. Donc, c'est les conclusions que je souhaite tirer à partir de la méta-analyse. Et donc, les critères d'inclusion de notre méta-analyse, donc, pour que ce soit une étude randomisée contrôlée, ça, c'est les meilleures études quand on s'intéresse à mesurer l'effet des traitements. Donc, ils comparent deux groupes donc, qui ont la même pathologie, mais dont un groupe a le traitement et l'autre groupe, normalement, n'a pas de traitement, mais les gens sont il y a une aléatorisation, donc au hasard, les gens vont dans un ou l'autre des groupes. Donc, des RCT. On cherchait des populations adolescentes aux prises avec des troubles psychiatriques, donc diversifiés, et un groupe contrôle, sans la remédiation, et une évaluation de la cognition en pré- et en post-traitement. Et ce qu'on observe, pour l'instant, là, c'est un projet qui est en cours dans mon laboratoire. Je n'ai pas tous les résultats aujourd'hui, mais je souhaitais au minimum vous en parler, puis vous donner les quelques résultats qu'on a, mais ce n'est pas encore publié, puis c'est en préparation. Donc, seulement 6 études dans tous les troubles mentaux chez les adolescents ont évalué l'effet de la remédiation cognitive. Donc, vous comprendrez que c'est une intervention, je dirais, qui est en développement. Ce n'est vraiment l'intervention de pointe. Et ce qu'on a observé avec les tailles d'effet, donc c'est une taille d'effet, mais qui est faible, qui n'est pas marquée, mais quand même significative sur le fonctionnement cognitif global. Il faut savoir que c'est quand même difficile d'améliorer de la cognition parce que c'est la façon dont les tests sont conçus aussi, c'est pas évident, mais d'avoir quand même un effet qui est faible, c'est intéressant. Et il y avait uniquement des effets sur la cognition, mais pas sur les symptômes cliniques quand on regarde les G, mais si on regarde de façon individuelle chacune des études, il y avait quand même des études qui avaient des effets sur les symptômes, mais c'est plus quand on fait la méta-analyse, puis globalement, on tire un portrait, bien, l'effet n'était pas significatif. Donc, ça vous permet en tout cas un peu de comprendre l'état de la situation dans la littérature, qu'est-ce qu'on a comme information à ce moment-ci. Donc, pas beaucoup d'études, mais quand même un intérêt et un effet qui est objectivé. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas encore d'études qui avaient été publiées pour évaluer l'effet de la remédiation cognitive chez les adolescents qui souffrent qui ont souffert de maltraitance et qui ont un trouble mental. Et donc, ça nous a amené l'idée, dans mon laboratoire, de développer une étude IRCAJAR, que vous avez peut-être entendu parler, donc intervention par remédiation cognitive auprès des jeunes à risque. Donc, il y avait 2 objectifs. Vous comprendrez qu'avec 6 études publiées dans la littérature, moi, comme chercheur clinicien, on commence avec une étude de faisabilité pour commencer. On va aller voir quels sont les effets qu'on peut mesurer. Est-ce que, par exemple, la thérapie que je voulais proposer, est-ce que c'est accepté? Est-ce que les jeunes aiment ça? Est-ce qu'il faut apporter des modifications? Donc, on commence tranquillement comme ça, plus au niveau de ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Donc, il y avait 2 objectifs. Donc, le deuxième, c'est vérifier l'acceptabilité du programme. Et le premier, vérifier la réponse au traitement. Mais il faut vraiment comprendre que c'est pas une étude d'efficacité, c'est pas une étude randomisée contrôlée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de groupe contrôle, c'est vraiment d'aller mesurer les effets chez chacun des participants à l'aide d'études de cas. Donc, l'étude est maintenant terminée, donc je vais avoir juste quelques résultats. Donc, les critères d'inclusion, être âgé entre 15 et 17 ans, être hébergé en centre de réadaptation, famille d'accueil ou foyer de groupe, présenter une plainte cognitive ou un déficit. C'est important d'avoir un des deux. Une plainte cognitive, ça, c'est plus... J'ai l'impression que j'ai vraiment de la difficulté à me concentrer. Ça ne va pas souvent, c'était objectivé par l'intervenant. Parce que des fois, les tests ne pouvaient pas nécessairement détecter le déficit, mais la plainte était là. Une scolarisation en cours. Scolarisation en cours parce que quand on fait de l'intervention, si la scolarisation est en cours, bien, c'est plus facile de donner des stratégies d'intervention, d'essayer d'avoir des objectifs. Des fois, ça peut être juste dans nous, ce qu'on avait, c'était au niveau de l'étude, réussir les examens, tout ça. Fait que ça aide. Et présenter un diagnostic ou des impressions cliniques d'un trouble mental. Les troubles mentaux, c'était les troubles mentaux qui partagent une étiologie génétique commune que j'ai parlé au début de la présentation. Les critères d'exclusion, c'est les critères qui peuvent amener des déficits cognitifs, mais qui ne sont pas dus à un trouble mental. Et ça m'amène à vous parler du programme de remédiation cognitive Circuit
que j'ai utilisé dans le cadre de mon étude. Circuit, ça donne bien, ça donne un mot français, mais concrètement, c'est un mot anglais, dont l'acronyme veut dire Computerized Interactive Remediation of Cognition Training for Schizophrenia. C'est un programme informatisé qui a été développé en Angleterre, à Londres, par l'équipe de Tillwax, qui est vraiment une pionnière dans le développement de la remédiation cognitive mondialement. Et donc, elle a développé ce programme-là qui permet de pallier à plusieurs limites qui ont été recensées dans les écrits scientifiques. Et lorsque j'ai fait mon internat en Angleterre, j'ai été formée à cette technique-là. Et quand je suis revenue, dans le fond, je l'ai traduit, adapté au Québec. Donc, une version pour adolescents qui a été créée grâce à la chaire Richelieu. Donc, en gros, c'est un programme qui est informatisé, qui est en ligne. On peut se connecter sur Internet, sur un site web, puis on a accès à une plateforme Internet. On propose environ 47 séances, à peu près 3 fois par semaine. Moi, comme je me souviens quand je suis arrivée en Angleterre, puis Tillwax m'avait dit c'est 3 fois par semaine, puis elle dit Caroline, des fois c'est 4. Je me disais ben non, ça se peut pas là. Les gens qui souffrent de schizophrénie, parce que c'était un internat en psychose que j'ai fait, ils ne viendront pas 4 fois par semaine là, faire de la thérapie, là, ça n'a pas de bon sens. Puis elle me disait oui, c'était you will see. Bon, OK, correct. Fait que, on est parti comme ça, puis j'ai commencé à faire l'intervention, puis effectivement, les patients viennent souvent, c'est sûr qu'au niveau de la psychose, des fois les gens ne travaillent pas, fait qu'ils ont du temps où ils travaillent vraiment à temps partiel, ça va vraiment dépendre. Ça a facilité en tout cas l'adhérence à la thérapie. Mais concrètement, moi, on a parti du programme dans l'étude Irkazar avec environ 3 fois par semaine, mais on s'est dit on va s'ajuster, puis ça va vraiment dépendre de ce qui est possible de faire en fonction du milieu, en fonction des jeunes. Donc vraiment, on s'est dit on va voir. Le but du programme, c'est quoi? C'est qu'on veut enseigner. On enseigne des stratégies pour résoudre des problèmes. On enseigne des trucs pour apprendre au niveau de la mémoire épisodique. On apprend des trucs pour améliorer l'attention, la mémoire de travail, donc tous des aspects cognitifs qui sont habituellement affectés. Et donc, c'est très stratégique comme type d'intervention. Et le programme est individualisé au niveau de difficulté. Le niveau de difficulté augmente graduellement en fonction des différentes activités qui sont proposées. Et donc, il y a des tâches qui sont un petit peu plus abstraites, et d'autres qui sont plus écologiques, donc je vais vous montrer. Donc, en gros, ça ressemble à ça, la plateforme. Donc, c'est un village comme ça ici, qu'on voit au début de chacune des séances de thérapie. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a différents édifices dans lesquels il y a des activités cognitives, donc qui peuvent être faites des exercices. Par exemple, ici, c'est la station de train. Mais dans la station de train, quand on clique sur la station de train, on a des activités qui sont en lien avec planifier un voyage, se reconnaître différents endroits sur une carte géographique, se retrouver sur une carte. Donc, ce sont toutes des habiletés à la fois visuospatiales, de planification, d'organisation, mais qui sont un peu ludiques parce que ça prend la forme d'activité, mais dans lequel on propose des stratégies vraiment pour apprendre et améliorer le fonctionnement cognitif. Donc, ça, c'est l'exemple de la station de train, mais on en a d'autres au niveau de l'épicerie. La tour ici, qui est un bureau, bien, on a des activités en lien avec un CV, de prendre des décisions sur une personne qui cherche une job, un emploi. Puis il y a différents types d'annonces qui sont proposées, mais là, on veut développer la flexibilité cognitive. OK, le CV, c'est pas parfait pour les emplois proposés, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu peux voir ça? Fait qu'on développe donc des habiletés cognitives, par exemple, dans ce cas-là, c'était de flexibilité mentale. Donc, voilà. Et ça ici, c'est un exemple, et c'est juste pour vous montrer que c'est attrayant pour les adolescents, pour les jeunes adultes. Par exemple, ici, c'est pour apprendre à mémoriser des informations cibles, mémoire de travail, mais si on disait ça comme ça, ce serait probablement pas tant intéressant que ça pour un adolescent ou un adulte. Mais concrètement, c'est quoi? C'est qu'on dit, bon, tu reçois une lettre ici et tu dois texter, là, je pense que c'était ton ami, ou bon, pour qu'elle vienne, parce que dans le fond, vous voulez vous rencontrer ici, c'est à l'hôpital ou dans la salle d'attente. Il faut que tu textes juste l'information pertinente, pas tout le message, là, juste l'information pertinente. Mais pour voir ça, il faut avoir détecté. Puis, tu sais, l'objectif, éventuellement, c'est quand on lit des textes, tout ça, qu'il faut retenir le message principal et pas le texte en entier, par exemple. Donc, ici, on peut mettre la souris ici, puis on peut écrire le message, là. Donc, ça fait comme si on était en train de texter quelqu'un. Et le programme est fait de façon à ce qu'il y ait des stratégies qui sont proposées.
les meilleures stratégies de traitement de l'information pour résoudre les problèmes, mais il y a aussi le thérapeute qui est toujours là. Et le thérapeute, c'est des gens qui sont formés en remédiation cognitive qui vont dire, OK, veux-tu prendre plus tel type de stratégie et l'autre, on va l'essayer ensemble. Un thérapeute agit comme un coach dans ce contexte-là et doit comprendre le fonctionnement cognitif, doit comprendre comment les forces, les difficultés de la personne, mais aussi savoir comment aider. Donc, et on effectue la tâche et concrètement, à la fin, on a toujours une rétroaction sur la performance. Par exemple, ça peut aller jusqu'à 100 et la difficulté de la tâche, bien, on l'évalue à la fin. Est-ce que finalement c'était difficile, facile? Est-ce que ça t'a pris plus de temps, moins de temps que tu pensais? Ça permet de développer la métacognition, ce qu'on a parlé tout à l'heure, la capacité de reconnaître un peu ses forces, ses difficultés. Mais c'est important, ça, quand on veut travailler, quand on veut étudier, de savoir, OK, moi, c'est quoi mes forces, mes difficultés, comment je devrais organiser mon travail pour réussir. Et la façon dont ça fonctionne aussi, c'est qu'on fait toujours une formulation de cas. Une formulation de cas, c'est, on commence donc, évidemment, on fait une évaluation neuropsychologique, on voit les forces, les difficultés. Et donc, suite à ça, on fait la formulation de cas. On est capable de voir quelles sont les difficultés neuropsychologiques qui ont été mises de l'avant. Quels sont d'autres aspects à considérer aussi? Souvent, ça, c'est en discutant avec des intervenants. Ils vont dire, ah oui, il y a une belle force, lui, un beau sens de l'humour, il est motivé, mise là-dessus. Ou non, au contraire, il y a telle autre difficulté, fais attention. Tu sais, ça, on échange beaucoup avec les intervenants et on le fait avec le projet IRCAJAR pour essayer de considérer tous les aspects pour mettre en place un traitement qui est efficace. Les stratégies qui ont été utilisées jusqu'à maintenant aussi, on ne veut pas arriver et tout réinventer comme ça. C'est qu'est-ce qui a été fait pour aider le jeune pour telle problématique. On va les considérer, puis on va voir aussi c'est quoi les stratégies que le jeune a déjà utilisées ou qu'il a déjà mis en place, puis que ça va bien. Bien, c'est sûr qu'on va continuer à les utiliser. On veut poursuivre ce qui a été fait. Et donc, après ça, on regarde les difficultés et on crée des objectifs au début, donc d'apprendre à prendre son temps avant de faire un devoir, améliorer son attention en classe, se souvenir de la matière vue en classe. Donc, chez les adolescents, c'est très en lien avec l'école, les objectifs, ou des fois, ça peut être leur travail aussi, parce qu'ils ont des difficultés cognitives qui leur empêchent de bien fonctionner dans ces milieux-là. Donc, par exemple, si on reprend chacun des 3 objectifs, bien, le premier objectif, apprendre à prendre son temps devant un devoir et être capable de le faire en étapes. Bien, ça, les 3 objectifs, c'est des objectifs qui sont travaillés pendant toute la thérapie. Mais concrètement, à chaque séance, quand on se voit, on fait plein d'activités pour améliorer le fonctionnement cognitif, développer des trucs et des stratégies pour parvenir ultimement à atteindre ce grand objectif-là, en développant des moyens de compensation. Et donc, ici, apprendre à prendre son temps devant un devoir et être capable de le faire en étapes, bien, Circuit a plusieurs activités, entre autres de listes de choses à faire, de gérer un horaire, d'atteindre, de planifier une activité, une journée. Mais ça, on apprend à le faire, puis il y a des trucs pour le faire. Probablement que plusieurs personnes d'entre vous, c'est facile, vous réglez ça comme ça, votre agenda, peut-être que non, mais concrètement, il y a des trucs pour y arriver. Placer les choses, par exemple ici, mettre en ordre la liste des choses à faire, placer les tâches à temps fixe, toujours en premier, ça ne bouge pas. Travailler la liste des choses à faire dans un certain ordre. Donc, il y a certaines stratégies comme ça qui sont mises de l'avant. Par exemple, pour améliorer son attention, bien, Circuit offre plusieurs activités cognitives avec différents niveaux de difficulté pour travailler l'attention. Bien, donc, ici, c'en est un exemple, c'est qu'on doit rester attentif. C'est comme un train qui avance, puis il y a plein de choses qu'on voit par les fenêtres. Il faut détecter certaines cibles ou voir certains aspects. Donc, ça permet de travailler l'attention. Et le 3e objectif, dans ce cas-ci, par exemple, se souvenir de la matière vue en classe. Bien, pour se souvenir de la matière vue en classe, ça, c'est la mémoire épisodique. Et la mémoire épisodique, bien, si on veut l'améliorer, ça prend des stratégies, parce que c'est très sensible à l'utilisation de stratégies. Donc, on va mettre de l'avant, par exemple, si on a une liste de mots à apprendre, bien, on va dire, bien, tu peux trier, faire des catégories, essayer de les visualiser. On développe souvent l'imagerie mentale pour améliorer donc, les fonctions mnésiques. Faire de l'autorépétition. Donc, ça, c'était le programme. Vous avez à peu près une idée de comment ça peut fonctionner. Et concrètement, le devis qu'on avait donc, pour l'étude IRCAJAR, d'abord, on commençait par détecter s'il y avait des déficits cognitifs, donc avec une évaluation. La thérapie qui a été faite durant 3 mois,
Parfois, c'était 2 mois. Ça allait vraiment dépendre. On s'ajuste. C'est une thérapie qui est personnalisée. Et l'évaluation du traitement après la thérapie. Puis ensuite, on misait pour en faire 1 à 3 mois, puis 1 an après la thérapie pour voir si les améliorations persistent à travers le temps. Ici, c'est une liste des participants qui sont inclus. C'est juste pour vous donner un peu une idée, parce que, comme je vous disais, ce n'est pas une étude d'efficacité que je vous présente, c'est vraiment la faisabilité, comment ça s'est passé, c'est quoi les difficultés qu'on a rencontrées ou tout ça. Donc ici, il y a environ 10 participants, les différents âges, c'était majoritairement des garçons. Et les différents intervenants qui nous les ont référés, on en avait quand même plusieurs de PQJ. Les différents types de placements, et vous voyez les atteintes, bien, ça c'est toutes des difficultés cognitives des jeunes qui ont participé au projet. Il y en a plusieurs dans plusieurs domaines. Donc les jeunes qui ont été référés, c'était vraiment des jeunes qui avaient des difficultés cognitives. Donc 15 jeunes qui avaient été référés, un qui a refusé, 4 jeunes qui ont signé le formulaire, mais qui ont été exclus pour différentes raisons. Finalement, on a pu faire la thérapie principalement avec 5 participants. Et donc, ici, je vous présente vraiment rapidement des résultats préliminaires, mais c'est sûr que ça aurait été trop long de vous présenter cas par cas toutes les améliorations, mais de façon générale, on a essayé de les rassembler. Ce qu'on observe, c'est qu'au post-test, il y a vraiment des améliorations intéressantes au niveau de la vitesse de traitement de l'information, de l'attention, de la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, pour moi, de voir des améliorations dans cette fonction-là, elle est primordiale compte tenu que c'est des adolescents qui sont dans un parcours académique scolaire. Donc, de pouvoir l'améliorer, c'est pour moi important. Les fonctions exécutives aussi. Et il y a quand même des améliorations qui persistaient à travers le temps. Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a pu faire le post-test à 1 an. Là, je vous le dis, c'était quand même difficile de rejoindre les jeunes. Donc ça, c'était pour l'aspect un peu plus effet, parce que je ne peux pas parler d'efficacité à ce stade-ci, ça va être une prochaine étude qui va être planifiée. Mais un autre aspect qui nous intéressait, c'était l'acceptabilité. Est-ce que les jeunes aiment ça? Est-ce qu'ils trouvent ça intéressant? Est-ce que ça vaut la peine de pousser plus loin? Donc, on avait besoin d'avoir ces réponses-là. Donc, on a administré des questionnaires qualitatifs sur le programme en soi. Donc, qu'on a administré au début, au milieu et à la fin de la thérapie. On a mesuré différents aspects ici avec un score maximum de 5. Et ce qu'on a observé, c'est que les jeunes, les adolescents qui ont participé, trouvent le programme attrayant, trouvaient facile à comprendre, facile à utiliser, puis était adapté selon la culture. On avait quand même fait plusieurs modifications du programme qui a été développé en Angleterre. Donc, ça, c'était bien. Puis un autre aspect pour moi qui est extrêmement important aussi, c'est qu'on a recueilli des commentaires qualitatifs des jeunes qui nous ont dit en thérapie. Donc, d'avoir un commentaire du genre « c'est chill », je trouve ça intéressant parce que je me dis, bien, ça veut dire que les jeunes ont probablement aimé ça. Trouvent ça cool, c'est le fun. Un autre disait « c'est le fun, c'est comme les bus du RTC ». Parce que des fois, on a des horaires d'autobus aussi, ils doivent planifier des trajets, donc des activités comme ça. Ça m'aide à ne pas oublier mon arrêt, à sortir au bon endroit. Et un autre qui disait, par exemple, c'est déjà fini, ça passe vite, 40 minutes. Bon, quand même. Et donc, la faisabilité, on voit que de façon générale, les jeunes ont apprécié le programme. Il y a aussi une étude d'implantation qui a été réalisée par Daniel Nadeau, dont les résultats ne sont pas présentés aujourd'hui, mais rapidement, elle a rencontré plusieurs intervenants donc, qui ont eu des jeunes qui ont entendu parler du projet. Et les commentaires qui sont ressortis sont quand même assez positifs. Donc, je pense que ça, c'est au niveau de la faisabilité dans le milieu. En tout cas, on a reçu des commentaires qui étaient pertinents. Un commentaire peut-être qui pourrait être amélioré aussi, c'est qu'on se disait peut-être que ça pourrait être bien de faire des rencontres de groupe, peut-être avec les jeunes mis ensemble. Ça pourrait faire partie probablement de prochaines études qui pourraient prendre place. Mais donc, de façon générale, au niveau de la faisabilité, comme je vous disais, il n'y avait aucune étude qui a été réalisée chez des adolescents dans un milieu de la protection de la jeunesse. Donc, on partait de rien. Là, on s'ajuste, on est en train d'essayer de trouver des moyens pour voir dans quelle mesure ça pourrait être viable. Mais ce qu'on a observé, c'est que les milieux fermés favorisent vraiment l'adhérence à la thérapie. Bon, on va me dire, ils ont peut-être moins d'activités. Bien, concrètement, ils étaient là, puis ils attendaient, puis il y avait hâte qu'on arrive, puis ils étaient contents. Bon, est-ce que peut-être que ça pourrait être particulièrement pour cette population-là? Peut-être. Je ne sais pas. Ça, c'est à discuter avec des intervenants, avec les gens du milieu.
En même temps, moi, je fais le lien avec ce qu'on connaît plus dans les troubles mentaux, dans la psychose. C'est sûr que quand les patients sont à l'interne, quand ils sont à l'hôpital, on peut les voir plus facilement aussi. Donc, ça peut être des aspects à considérer. C'était un peu plus difficile. Puis le suivi avec les intervenants dans les milieux de réadaptation, les centres de réadaptation fermés, c'était vraiment génial. On les voyait souvent, ils étaient capables de nous dire « Ah oui, appliquer tel truc, ça c'est intéressant ». Fait que ça, c'était vraiment bien parce qu'on sait dans la littérature aussi que pour avoir des effets, quand cette intervention-là est bien imbriquée dans une réhabilitation, avec plusieurs interventions, bien, c'est là que c'est bien. Parce qu'entre intervenants, on se parle, bien oui, on fait tel truc, telle stratégie, on travaille tel objectif, mais là, c'est là que tout se met en place. Puis là, le jeune, il n'utilisera pas juste ces stratégies avec nous, il va l'utiliser dans d'autres milieux, à l'école. Donc ça, pour moi, je dirais comme clinicienne et chercheur, puis la littérature nous le dit aussi, bien, j'essaie, avec mon équipe, de mettre ça vraiment de l'avant, d'avoir un lien direct avec les intervenants. Donc, c'était un petit peu plus difficile des fois pour les familles d'accueil de planifier les séances. Puis sur le suivi des intervenants, des fois, pouvait être un petit peu plus difficile. C'est sûr qu'on voulait avoir un suivi rapproché. Des fois, c'était moins évident, puis c'est normal, les gens sont occupés. Donc, au niveau des recommandations, ce qui ressort de cette étude clinique-là de faisabilité, il faut avoir idéalement des participants qui sont motivés, hein, c'est sûr, hein, pour venir dans une thérapie de façon générale, il faut être motivé, il faut que ça vienne un peu de soi, il faut y voir un intérêt. Il faut que l'horaire, la fréquence et la durée des séances soient nécessairement adaptés. Ça, c'est comme je vous disais, on part avec certaines études dans la littérature, mais concrètement, des fois, la faisabilité, si elle n'est pas assurée, il faut s'ajuster à ce qui est possible, puis on regarde les effets comme ça. Le niveau de difficulté du programme de remédiation qu'on a utilisé, bien, il était adapté parce qu'il y a tellement pour une tâche, par exemple, je vous parlais du CV tout à l'heure, bien, le CV, c'est une des 15 tâches possibles dans le programme, mais le CV, il y a 15 niveaux de difficulté. Fait que, c'est sûr qu'à la fin, là, c'est difficile, puis même des fois, le thérapeute, on est comme, c'est pas évident de résoudre les problèmes. Mais ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'un jeune de plus haut niveau, avec un plus haut potentiel, bien, il y a moyen d'avoir quand même de l'intérêt. Le milieu ciblé devrait faciliter la faisabilité de l'étude. Donc, les milieux fermés, là, vraiment, pour nous, ça a été vraiment une belle découverte. Ça a été vraiment agréable. Et tenir compte des facteurs qui suscitent l'engagement du jeune tout au long du processus thérapeutique. Ça, c'est des aspects sur lesquels je m'intéresse de plus en plus. Comment favoriser l'engagement donc des jeunes? Et a posteriori, on a regardé le programme Circuit puis la façon dont ça fonctionne et on se base sur de la littérature dans la psychologie éducationnelle. Et il y a beaucoup d'aspects, donc le fait que ce soit ludique, informatisé, qu'il y a un thérapeute qui est là, qui aide le jeune, peut choisir ses tâches, tout ça. C'est des aspects qui favorisent l'engagement selon la littérature. Et il y en avait beaucoup qui étaient respectés avec le programme. Donc ça, c'est intéressant. Mais le seul aspect qui serait peut-être amélioré, bien, je veux dire, il y en a plein d'autres aussi, mais concrètement par rapport aux facteurs d'engagement dans la littérature, c'est d'avoir un groupe. Parce que le fait d'être avec des pairs, bien, on voit les autres, comment ils résolvent les problèmes. Donc ça peut être intéressant. Mais en même temps, en contrepartie, on pourrait dire, bien, des fois, c'est moins personnalisé. Quand c'est en groupe, un jeune pourrait dire, oui, mais moi, j'ai mes propres difficultés, je veux qu'on m'aide moi. Bon, c'est toujours un peu à considérer, donc d'où l'importance de personnaliser des traitements. Bon, fait que finalement, on avait plusieurs questions, on arrive à la fin. Donc, on a parlé des atteintes neuropsychologiques en psychiatrie. Il y en a plusieurs. Certains syndromes sont plus touchés que d'autres. Certains déficits cognitifs qui semblent ressortir, peu importe la pathologie, et qui devraient attirer notre attention. La mémoire épisodique, les fonctions exécutives. Le profil de la maltraitance qui peut être affecté. Donc, on voit des processus plus de base qui sont affectés dans la maltraitance. Les atteintes neuropsychologiques, bien ça va être un peu à venir, mais il y a des projets en cours, c'était ça le point surtout. Le lien entre la cognition et le fonctionnement, il y en a un. C'est un prédicteur, donc des performances académiques, du fonctionnement socio-professionnel. Donc, la cognition devient une cible d'intervention. Et avant d'en faire une cible d'intervention, il faut d'abord l'objectiver, la reconnaître, la repérer au minimum. Puis ensuite, bien là, on peut poursuivre. C'est un peu c'est un peu ce qui a découlé de toute la réflexion puis les recherches qu'on a faites dans mon laboratoire. Puis c'est vraiment en collaboration avec des gens de la DEAU ici qu'on a créé un outil que vous avez peut-être entendu parler. Vous avez peut-être fait partie des groupes, les focus groups qui ont participé à ce projet-là.
Donc, c'est un développement en cours d'une trousse d'informations qu'on a appelé l'outil cerveau. Et ça, vraiment, ça vient d'une idée qui est scientifique, de la littérature, de se dire, bien là, la publication des méta-analyses dans mon laboratoire, entre autres, montre qu'il y a des atteintes qui sont là, qui sont objectivées, qui sont importantes. On ne peut pas juste dire, ah, OK, c'est beau, on ferme l'article, tiens, c'est fini. Concrètement, ça, ces connaissances-là doivent influencer la pratique, mais doivent premièrement être transmises dans les milieux cliniques. Et ça, c'était mon souci. Et donc, la neuropsychologie, c'est peut-être un domaine qui est un petit peu moins exploré. Et on se disait, bien, peut-être que ça serait important de faciliter le repérage, donc des jeunes qui pourraient présenter des atteintes neuropsychologiques. Parce qu'on sait que ça peut avoir un impact, puis si ce n'est pas objectivé, si ce n'est pas évalué, bien, des conséquences négatives. Donc, concrètement, l'objectif de la trousse d'informations du cerveau, c'est de renseigner les intervenants œuvrant au sein du système de santé et des services sociaux, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, plusieurs autres intervenants là, qui ont participé sur le fonctionnement neuropsychologique. On veut renseigner, expliquer c'est quoi, et donc favoriser le repérage des atteintes neuropsychologiques par une meilleure connaissance. Ce n'est pas l'outil qu'on est en train de développer, ce n'est pas pour faire du dépistage direct. Concrètement, c'est juste de mieux comprendre c'est quoi. Ça passe un peu par la psychoéducation. Et donc ensuite, bien, si on voit un peu les difficultés qu'on a lues, qu'on a comprises, bien, peut-être qu'on peut référer. L'objectif, c'est de référer à un professionnel qualifié qui, lui, va pouvoir faire l'évaluation. Et donc, pour faire cet outil-là, donc la collaboration, il y a une collaboration vraiment importante avec la direction de l'enseignement et des affaires universitaires, donc la DEAU, particulièrement, je dirais Geneviève Dufault, qui est ici aujourd'hui, avec qui on a travaillé vraiment fort dès le départ, vraiment dès la publication des méta-analyses. On s'est dit, attends, il faut faire quelque chose, il faut premièrement faire connaître les résultats, c'est un peu le but de ma présentation aujourd'hui, mais plus que ça, on veut que ça perdure, on veut que les gens sachent c'est quoi la neuropsychologie. Il ne faut pas que ça fasse peur, mais concrètement, qu'on comprenne un petit peu plus c'est quoi. Donc, il y a une collaboration dès le départ. On a développé l'outil. L'outil, ça comprend deux volets. Il y a un volet théorique puis un volet clinique. Le volet théorique, bien, on reprend un peu les facteurs de risque, les facteurs de protection à un bon fonctionnement neuropsychologique. Donc, on se base sur la littérature et on explique c'est quoi le fonctionnement neuropsychologique. Moi, je suis allée quand même rapidement quand je vous dis aujourd'hui la mémoire de travail, c'est ça, les fonctions exécutives, c'est ça. Mais concrètement, la trousse d'informations du cerveau, on explique bien c'est quoi les concepts de façon vulgarisée. Puis aussi, bien, on explique les manifestations potentielles au quotidien quand on a ces difficultés-là, par le biais ensuite donc, de vignettes cliniques, donc ce qu'on appelle le volet clinique. Concrètement, c'est qu'on donne des exemples de jeunes qui pourraient présenter certaines difficultés, par exemple une difficulté de la mémoire de travail. Bien, concrètement, le jeune, on donne des exemples de cas. Fait que ça permet de bien comprendre concrètement c'est quoi que ça fait. Donc, nous, on l'a développé dans mon laboratoire, puis avec la collaboration importante de Geneviève Dufault, on a essayé de rendre ça, je dirais, compréhensible, vulgarisé, pour que ce soit pertinent pour tout le monde, à la fois pour les jeunes et les intervenants. Mais on a trouvé ça important de faire des groupes de discussion avec des intervenants ici pour voir dans quelle mesure il y avait un intérêt, dans quelle mesure ils trouvaient que l'outil était convivial, que c'était pertinent. Donc, pour nous, c'est important parce qu'on fait un outil. Le but, c'est pas de le mettre dans notre classeur ou, bon, peu importe, c'est qu'il soit utilisé. Fait que c'était vraiment important d'avoir l'opinion et la réception a été vraiment positive. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici, qui faisaient partie des focus group. Non, bon, Geneviève. Donc voilà, bien, merci à ceux qui réécouteront plus tard la vidéoconférence. Donc voilà, fait que ça a permis d'avoir un outil, je dirais, un peu plus convivial. Et donc l'outil est sur le point d'être terminé actuellement. Là, on est dans la question de la linguistique, le graphisme et l'impression bientôt. L'outil est principalement fait pour des adolescents. Donc, les vignettes, c'est très relié au quotidien des adolescents qui pourraient être utilisés avec des intervenants qui travaillent avec des adolescents, qui pourront regarder l'outil avec eux, puis de voir est-ce que le jeune reconnaît certaines difficultés, puis peut-être après ça, entreprendre des démarches au besoin pour que la personne soit évaluée par le bon professionnel. Et donc, ça, c'est actuellement, c'est là où on en est. Il devrait y avoir un lancement prévu cet été. Vous en serez informés.
Et la création d'un volet clinique, il y a eu un intérêt dans le focus group. On le disait, mais pourquoi pas peut-être le faire aussi pour les jeunes adultes, donc les 18-30 ans. Donc, on va préparer un document à cet effet-là aussi. Et donc, cet outil-là pourrait être utilisé par différents intervenants pour comprendre le fonctionnement neuropsychologique. Ce n'est pas un outil pour faire du diagnostic, c'est un outil pour comprendre. Donc, éventuellement, y référer. Donc, concrètement, on a répondu à toutes les questions qu'on avait aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que vous avez encore plus de questions que lorsque vous êtes arrivés, peut-être moins des réponses. En tout cas, j'espère avoir apporté certains éléments de réponse. Je terminerai en disant simplement que donc, l'acquisition des connaissances concernant le fonctionnement neuropsychologique des jeunes vulnérables permet de mieux réfléchir aux interventions à offrir. Donc, parce que si on connaît mieux les difficultés, bien, ça devrait normalement orienter nos pistes d'intervention. Et c'est important, oui, de développer des connaissances dans la littérature, oui, de faire des méta-analyses, mais à mon avis, si on veut vraiment que ça serve, il faut transmettre les informations dans les milieux de pratique, il faut échanger. Et c'est un peu le but là, de la trousse d'informations du cerveau, c'est d'avoir amené les intervenants à participer à l'élaboration de cet outil-là aussi, pour avoir leur point de vue, pour qu'on puisse, parce qu'on s'entend, l'objectif général, c'est d'assurer le développement harmonieux des adolescents, donc chacun à notre niveau, chacun avec ce qu'on peut faire. Donc vraiment, c'est ça l'objectif, concrètement. Bref, des remerciements. Donc, la chaire Richelieu de recherche sur la jeunesse, l'enfance et la famille, mais vraiment, c'est clair que pour moi, ça a permis de tous les projets que je vous ai parlé aujourd'hui, les méta-analyses, tracés, IRCAJAR, l'outil cerveau, c'est vraiment grâce à la chaire Richelieu et du FQRSC aussi qu'on a pu développer ces projets-là pour améliorer les connaissances et donc, ultimement, favoriser le développement harmonieux des adolescents. Je tiens à remercier aussi personnellement Daniel Nadeau qui m'a beaucoup aidé dans le projet tracé, puis tous les différents aspects, IRCAJAR, avec tous ces super conseils. Donc voilà, merci beaucoup. Geneviève Dufour aussi, vraiment pour le petit cerveau, puis les différents projets IRCAJAR, donc vraiment super apprécié. Le travail des intervenants ici, c'est vraiment super. Denis Lacerte aussi, au niveau scientifique, qui a aidé au niveau statistique de différents projets. Et c'est extrêmement important pour moi de remercier aussi les répondants à la recherche qui nous ont aidés dans le projet tracé, dans le projet IRCAJAR, qui ont travaillé fort avec tous les intervenants pour essayer de nous référer des jeunes. Vraiment, ça, c'est très, très, très apprécié. Donc, Régent Lemay, Kim Latour, Mélanie Saint-Laurent. Donc, les auxiliaires de recherche du laboratoire N7, mes étudiants qui travaillent dans mon laboratoire, les étudiants au doctorat en neuropsychologie. Et tous les intervenants des centres jeunesse avec qui on collabore, avec qui sont généreux de leur temps les jeunes participent à nos projets. Donc, vraiment, je trouve qu'on ne pourrait pas réaliser de la recherche sans les intervenants et sans les répondants à la recherche. Et évidemment, les jeunes qui ont participé au projet et leurs familles. Donc, sans eux, on ne pourrait pas non plus mieux les comprendre.